C'est l'heure de Coralie Mollaret. Ces questions à notre invité Eddy Valadier, le maire de Saint-Gilles. C'est à vous, Coralie. Alors, on va d'abord s'intéresser à son emploi du temps, à Eddy Valadier. Qu'est-ce que vous avez fait? Je mets mes lunettes. Mettez vos lunettes, Coralie. Hier à 11h. On commence à prendre un peu d'âge. Il faut commencer à mettre des lunettes. Hier à 11h. Est-ce que vous étiez? Nous étions mardi. Ouais. Et jusque-là, c'est bon. Je présentais à la CAF du Gard, au département, notre pôle enfance, qui comprendra une crèche, un centre de loisirs et un groupe de restauration, dont j'espère le démarrage des travaux au mois de mars. Alors, donc je faisais de la concertation avec les professionnels de la petite enfance. Je suis pas sûr que c'est ça que vous voulez parler. C'est très intéressant pour les habitants de votre territoire, un peu moins pour les agents de Nîmes Métropole qui se sont mobilisés. Ils réclament une prime pouvoir d'achat, comme l'a fait la ville de Nîmes. Pour l'exécutif dont vous faites partie, on a compris que c'était non. En tout cas, ils l'ont annoncé hier dans Objectif Gare. Est-ce que l'agglo, elle est radine avec ses agents ? Écoutez, il ne m'appartient pas d'en juger. Vous faites partie de l'exécutif quand même. Oui, je fais partie de l'exécutif, mais je ne m'occupe ni du personnel, je n'occupe pas la présidence. Donc, concernant... Vous ne voulez pas répondre, vous vous défaussez, c'est pas mon affaire. Non, concernant ce sujet, moi j'ai eu à le... Vous seriez président de Nîmes Métropole, vous auriez fait un effort pour les agents face à la crise inflationniste. Je n'ai pas réfléchi à cette question. Il faut... alors, je crois que les deux sujets sont vrais. Le pouvoir d'achat de nos fonctionnaires, notamment de nos fonctionnaires territoriaux, il n'est pas mirobolant. Si on peut les aider, c'est que mieux. Oui. Mais ça vaut pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses de ce pays. Je rappelle quand même que vous êtes vice-président à l'ingénierie financière, enfin les budgets, les finances, vous connaissez. Je connais. Est-ce que vous pensez vraiment que Nîmes Métropole ne peut pas faire d'efforts financiers ? Moi, je pense qu'on est tombé dans un piège, toutes les collectivités, tendu un petit peu, il faut le dire, par le gouvernement, qui à partir du moment où lui accorde une prime entre 300 et 800 euros aux fonctionnaires d'État et dit les collectivités, si elles le souhaitent, ont qu'à faire pareil. Mais vous l'avez fait pour votre commune, vous ? Oui, moi j'ai fait une prime de performance de 500 euros pour tout le monde. Voilà. Et donc pour vous, vous l'avez pu le faire, mais bon, pour vous, l'agglo peut pas uniquement le faire. Pour les agents performants, du coup. Non, pour tout le monde, c'est une prime de performance que j'ai appuyée sur le plan de sobriété énergétique que j'avais proposé à mes agents au mois de décembre dernier. Et compte tenu des résultats obtenus en matière de sobriété énergétique, et mes agents y ont contribué. Vous avez actionné la prime. J'ai actionné une prime dite de performance. Ça peut être une idée. Mais s'il me pose la question, comme à l'habitude, je lui ferai connaître. Je suis sûr. Allez, on parle du budget 2024. Il vous regarde. Oui, les élus de Nîmes Métropole ont débattu des grandes orientations à donner l'an prochain. Qu'est-ce que vous en retenez de ce budget ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire en 2024 ? Ce que je retiens, il y a des chiffres qui sont maintenant connus et nous avons été au moins deux avec mon ami Rémi Nicolas de notre groupe à tout de même faire part du poids de notre dette. 493 millions d'euros. C'est bien que vous ayez fait la confusion. C'est parce qu'on ne sait pas du coup. Quand on regarde les documents, on a une projection à 500 millions et puis en fait c'est 493 millions. 493. C'est le bon chiffre celui-là. 493, c'est le bon chiffre de 2022. J'espère que celui de 2023 ne sera pas très loin. Après, compte tenu des forts investissements dont doit faire face l'agglomération dans les années à venir, il y a des perspectives de dette qui dépassent les 500 millions d'euros. Ouais. Et je fais partie des élus qui ont alerté notre collectivité sur le poids de cette dette qui, il faut le dire, est un certain fardeau dont j'ai dit que nous allions le porter pendant très 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 longtemps. Parce qu'on sent en plus que les taux d'intérêt augmentent et ça pèse sur les charges de fonctionnement, donc sur le budget pour les dépenses pour conduire des actions. Coralie Mollaret, vous qui êtes attentive, au moment du vote du rapport d'orientation budgétaire 2022, j'ai signalé le risque des taux d'intérêt montant notamment sur le livret A et je me souviens très bien que certains ont esquissé un petit sourire
Voilà, on vous a pas écouté. On parle des recettes fiscales peut-être. Oui, parce que je vous ai écouté aussi il y a 2 semaines et vous avez dit quelque chose qui était intéressant. Vous avez dit que les recettes fiscales allaient être plus grandes. Alors, c'est environ un peu moins de 20 millions d'euros. Et est-ce que cet environnement, on aimerait savoir, vous a pas dissuadé à l'agglo de faire des économies? Si oui, où est-ce que vous allez rogner? Parce que c'est vrai que cette année, elle va être un peu exceptionnelle. Comme le gouvernement a augmenté les bases, il va y avoir plus d'argent qui vous rentrer dans les caisses. Mais les années suivantes, vous avez dit que ça n'allait pas être le cas. C'était effectivement le sens de mon intervention. Le taux d'inflation appliqué à la revalorisation des bases fiscales de 7,1% en 2023 a favorisé nos exercices budgétaires. On nous annonce en novembre probablement une inflation entre 4 et 5%. Donc ça signifie qu'en 2024, nous allons encore bénéficier d'assiettes fiscales fortes. Ce que je dis, c'est que si les prévisions d'inflation pour 2025 atteignent leur objectif et reviennent dans la normalité, effectivement, nous n'aurons plus la manne de ces recettes fiscales. Voilà. Et donc, il ne faudra pas s'apercevoir que nous avons trop forcé sur les dépenses de fonctionnement. Mais ce qui est intéressant, donc, il faut faire aujourd'hui les deux choses. Effectivement, il y a ces recettes fiscales qui rentrent. Bon, c'est un état de Merci fait. l'État, merci Macron. Merci l'État, oui. Mais il faut qu'on soit encore extrêmement vigilant à nos dépenses. Oui, sinon, on aura un effet ciseau dans les années à venir. Et oui, parce qu'il y a des investissements quand même qui sont prévus. Mais alors juste parce que là, c'est vrai que c'est très technique, il y a plein de chiffres, les gens qui nous regardent, ils n'ont pas forcément, pas forcément une calculette dans les mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous faites pas d'économie, demain, il y aura peut-être encore une hausse du ticket de bus, il y aura des prestations qui vont augmenter. Est-ce que vous allez faire des économies en 2024? Dit au moment du rapport d'orientation budgétaire, nos dépenses de fonctionnement. Au moment de la préparation du budget, je crois qu'elles évoluent de 11 millions d'euros. Dans mon intervention, j'ai dit que j'espérais qu'au cours de l'année 2024, nous allions trouver des pistes d'économie pour faire en sorte que cette augmentation soit beaucoup plus faible. Allez, nos sociétaires ont des questions. Coralie, je vous redonne la parole pour 2 dernières questions. Marc, votre question à notre invité, Eddy Valadier. Oui, Eddy, au niveau effectivement je crois que tu as tout à fait raison au niveau du caractère haussier de l'inflation. L'inflation, comme dit notre inénarrable Bruno Le Maire, c'est celui qui voulait mettre la Russie à genoux, là, tu sais. Il a dit que l'inflation allait diminuer d'augmenter. Ce qui est d'une grande... C'est merveilleux. C'est la stagflation. Ça s'appelle comme ça en économie. On est en stagflation. Donc, il est bien clair que, moi, ce que je pense effectivement que les recettes fiscales ont augmenté de manière non négligeable, parce qu'il n'y a qu'une chose qui marche dans ce pays, c'est Bercy, c'est les impôts. En revanche, moi je crois qu'on doit penser de plus en plus, je dirais, aux gens qui vivent dans notre territoire. C'est un territoire où il fait bon vivre. Je crois que pour apporter des services publics marqués, il faut bien de l'argent. Bien entendu. Mais j'allais dire, on est quand même des champions, toutes catégories de la fiscalité au monde, et on constate tous les jours que pas grand-chose marche. Il y a une question qui va dans ce sens, Caroline, d'un téléspectateur pour Eddy Valadier. Oui, nous avons donc une interpellation. Le secret du maire de Saint-Gilles, c'est peut-être l'augmentation de la taxe foncière, non? La part communale, elle, n'a pas augmenté depuis quelques années. Alors, Eddy Valadier. J'ai peut-être mal compris la question, mais c'est peut-être le secret de la réussite. La ville de Saint-Gilles, je dois le dire, a un taux foncier relativement important, mais nous avons réussi au dernier mandat de baisser le taux de taxe foncière de la ville de 6%, une fois 1% en 2014, 5% en 2019, et je ne désespère pas, d'ici la fin de ce mandat, de contribuer à une nouvelle baisse du taux de la taxe foncière de la ville. Catherine, votre question à Eddy Valadier, le maire de Saint-Gilles. Alors d'abord, c'est plutôt une idée. Enfin, je crois que la ville de Saint-Gilles, effectivement, a transformé son image de manière assez positive par rapport aux années, notamment en 90, au moment où le Front National était parvenu à la tête de cette ville. Et je crois qu'effectivement, l'image s'appuie sur des ressources réelles, aussi bien patrimoniales qu'économiques, que paysagistes, que paysagères. Et c'est une bonne chose. Mais je poserai une question concernant l'agglo. L'agglo a des ressources, effectivement, mais ces ressources sont malgré tout
en matière d'investissement polarisé sur un certain nombre d'équipements, le Palais des Congrès actuellement, enfin, Magna Porta pour une part, enfin, qui ne bénéficient pas forcément à toute l'agglo. Et d'autre part, on remarque quand même que Nîmes est la seule ville d'Occitanie, Nîmes la ville-centre, est la seule ville d'Occitanie qui perd des habitants par rapport aux autres grandes villes, Perpignan, Toulouse, Montpellier, etc. Donc il y a quand même un problème. Et par ailleurs, il y a un problème au niveau de l'agglo, c'est qu'on ne voit pas vraiment un projet d'agglomération comme on peut le voir ailleurs dans certaines agglomérations qui existent depuis à peu près la même durée. On ne voit pas vraiment se dessiner un projet d'agglomération et notamment, par exemple, on perçoit cette difficulté lorsque on sait que les maires ne veulent pas entendre parler de plan local, de PLU intercommunal, alors que les transports sont de compétence intercommunale, alors que l'habitat, le PLH, le plan local d'habitat, est de compétence intercommunale, et que bien d'autres problèmes pourraient être réglés ensemble, et que le PLU, le plan local d'urbanisme intercommunal, qui ne s'appliquerait pas demain, qui nécessiterait de longues négociations, n'enlèverait rien au pouvoir du maire de décider ou non de délivrer un permis d'urbanisme. On va laisser le maire de Saint-Gilles répondre. Il y a beaucoup de questions. Oui, il y a beaucoup de sujets, allez-y. Il y a beaucoup de questions. Mais à la fois, c'est très intéressant. Oui, vous avez quelques compliments sur Saint-Gilles. Hein, oui, c'est très gentil. Détrompez-vous, c'est pas le palais des congrès ou d'autres choses qui grèvent les vous n'aurez pas pu, Nîmes Métropole n'aurait pas pu construire le palais des congrès. Qui grèvent les finances de la collectivité. Et je pense qu'on connaît trop peu où vont nos ressources financières et notre investissement. 60% du budget investissement de l'année 2024, de 123 millions d'euros, va au sujet de l'environnement, de l'eau et de la gestion du risque inondation. Mais ça, on n'en parle pas. Le budget transport, on va investir 15 millions d'euros pour moderniser notre flotte de bus. Ça on n'en parle pas ou on en parle peu. Et pourtant, c'est essentiel. Et on est précisément dans les compétences de notre agglomération. Alors, la faute probablement à nous, élus, de manquer de pédagogie. Sur les deux autres sujets, PLH ou PLU-I intercommunal. Le PLH, actuellement, nous sommes en train d'en discuter pour le réviser. Donc, les 39 collectivités, les 39 maires ou leurs représentants, ne vous inquiétez pas, travaillent ce sujet qui est un sujet très difficile. Hein. Nîmes, ils ont dit non. Non, mais au-delà de sauter sur sa chaise et de dire il faut construire, il faut faire des logements sociaux, c'est un sujet qui mérite plus de recul et mieux de connaissance. Et le PLUI, nous sommes encore plusieurs élus à avoir demandé à ce que nous y réfléchissons. D'abord, pour éventuellement nous y préparer le jour où ça deviendra obligatoire, et je pense qu'il vaut mieux anticiper que subir. Il y a peut-être eu des évolutions réglementaires qui permettraient peut-être d'avoir une autre appréciation. Non, je ne dis pas que je suis favorable au PLUI. Je dis que je suis favorable à ce qu'on y réfléchisse. Ah. Voilà. Mais vous savez ce que disait Clémenceau, pour enterrer un débat, il faut faire une commission. Entre nous. C'est bien, la semaine prochaine, vous avez une réunion sur le PLUI. Les sujets sont trop importants, trop techniques pour qu'on dise oui ou non sans les connaître. Une question quand même, parce que vous n'avez pas répondu, et je pense que c'est l'élément aussi qui est important dans l'interpellation de Catherine, c'est que finalement, peut-être que sur le mandat de Franck Proust, il n'y a pas de marqueur fort, en tout cas, il n'apparaît pas comme un projet phare ou quelque chose qui marque de son empreinte le mandat de Franck Proust. Ça serait quoi pour vous ? Pour moi, c'est de toute évidence, c'est essentiel et c'est bien dans la compétence de notre agglomération. C'est l'économie. C'est vrai qu'on ne peut pas reprocher à notre président de ne pas mettre toute son énergie pour créer des emplois et créer de la richesse, et en particulier sur ce sujet-là, sa volonté de positionner Nîmes et son aéroport comme un aéroport de dimension européenne sur des sujets de sécurité ou de sécurité civile. Moi, je le dis franchement, je pense, j'ai bon espoir que notre président y arrive. Il travaille là pour, évidemment, dans 10, 15 ou 20 ans,
Mais s'il réussit ce coup-là, eh ben, je crois qu'on pourra y tirer notre chapeau. Et je crois qu'il prend les choses par le bon bout. Et moi, je suis Finalement, confiant. les maires en 2020 ont bien fait de choisir. Oui. C'est- Mais bien sûr, pour tout vous dire, vous le savez, j'ai voté pour lui. Allez, Coraline, dernière question. Oui, alors comme je vous ai parlé de votre agenda, on va terminer avec ça. Qu'est-ce que vous allez faire les 26 et les 27 novembre? Oula, ça, Prochain. c'est un peu loin. Coraline, vous prenez des rendez-vous. Je- apparemment. Bah, c'est un peu loin, tout le monde en parle chez vous. j'ai pas À moins moi- que vous soyez plus élu les Républicains. Pour quelle raison? Vous l'êtes toujours? Moi, je ne suis pas élu les Républicains. Vous Non. me posez la question si je suis adhérent Voilà, les Républicains. vous êtes toujours membre. Je suis adhérent les Républicains. Un jour de cotisation? À jour de cotisation, pour tout vous dire, il n'y a pas de secret, j'en discute. J'ai Allez-y. renouvelé ma carte le dernier jour à 18h et quelques. Est-ce que Donc vous j'ai allez- réfléchi. Est-ce que vous allez du coup voter pour le seul candidat qui est en liste pour présider le parti dans le Gard, qui est Richard Tiberino? Vous l'avez dit, il n'y a pas de suspense. Et c'est vrai que j'ai rigolé un petit peu, c'est paradoxal parce que... Christophe Rivin, qui est président sortant, Richard rigole moins, hein. Tiberino était candidat parce qu'il ne souhaitait pas qu'il n'y en ait qu'un seul, il finit par se retrouver tout seul. Finalement, la fédération du Gard, c'est un peu comme Moscou. Hein, Oui. qu'un seul candidat. Maintenant, il n'y a que les pouvoirs C'est sont plus simple. concentrés à Nîmes. C'est plus simple. Je ne Hein, dirai monsieur rien. Valadier. Pardon? Monsieur, finalement, les pouvoirs sont concentrés à Nîmes. Vous le savez, ça fait maintenant relativement longtemps que j'occupe plus de responsabilités. Donc vous aux êtes tranquille, Républicains. vous, c'est ce que vous dites. Vous avez un peu ce côté-là, hein. Vous mêlez pas trop non, mais des- je vous avoue, vous savez, j'ai vécu beaucoup de moments. Hein. Je suis engagé depuis très très longtemps. Je vous avoue que je prends beaucoup de recul sur la politique qui, franchement, ne me semble pas être à la hauteur des difficultés et des enjeux, tant pour notre pays que pour nos concitoyens. Et donc c'est vrai que je reste peut-être un peu plus terre à terre sur du concret à l'agglomération comme dans ma commune. Merci beaucoup, Eddy Valadier, d'avoir répondu à toutes nos questions. On va remercier.